Je me souviens d'un moment où j'étais limite en position fétale, à chialer, à tout remettre en question. Tu vois, là, je me mets à nu. Je te parle vraiment avec ce que j'ai vécu. Un petit peu comme tous les formateurs, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais devenir riche de ouf. Je vais lancer ma première formation. J'ai mis tout ce que je pouvais mettre. J'ai mis tout ce que j'avais, mon âme, conseil, tout. Et j'ai fait zéro vente. C'est que je suis un tyran envers moi-même, mais un tyran comme t'as pas idée. Et là, en fait, depuis 2 ans, mon quotidien, il a changé de ouf parce que je tombais fou amoureux d'un sport. C'était de base la course à pied. Alors que j'étais absolument pas fait de base pour la course à pied. Tu sais, je courais 500 mètres. Tu pouvais me donner un testament, je te le remplissais volontiers. C'est que ça, je l'ai réitéré 11 fois, donc j'ai fait 11 formations avant de faire ma première vente. Donc ça m'a coûté pas mal de points de santé mentale, je te cache pas, mais je pense aussi c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui, tu vois. Mais ouais, je suis un très grand tyran et parfois niveau santé mentale, c'est pas ouf, tu vois. Hello Dylan, comment ça va? Eh bien, salut à toi Kevin. Bah écoute, moi ça va très bien. C'est la grande forme physique et surtout mentale aujourd'hui avec ce beau soleil qu'il y a dans le nord. C'est rare qu'il est dans le nord, mais là ça va. Ok, trop bien, trop bien. C'est vrai que tu es dans le Nord, j'avais oublié cette information. Ok, je suis ravi là de t'accueillir dans ce podcast. Là où c'est qu'on va pouvoir échanger ensemble sur qui tu es derrière les réseaux sociaux et pas parler forcément que business, mais aussi ce que tu fais à côté, comme tu me le disais un petit peu juste avant l'enregistrement. Et je pense que ça va être fort intéressant. Trop bien, bah écoute, ouais, ça me plaît. Moi, je suis beaucoup pour l'humain, tu sais, ce qui se cache derrière. C'est vrai qu'en ligne, on a beaucoup de facettes, on a comme un rideau qui montre une face de nous, mais parfois s'exprimer d'humain à humain, je pense que c'est important et moi, ça me plaît. Ok, trop bien, trop bien. Alors, je te propose qu'on commence avec la toute première question. Allez, vas-y, je suis Euh, chaud. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose à propos de toi que la plupart des gens ne savent pas? Un truc sur moi que les gens savent pas. Alors, c'est Hmm. intéressant parce que c'est vrai que sur les réseaux, je dis pas mal de choses, mais il y a des choses que je garde pour moi également. S'il y a un truc que les gens pourraient savoir et auquel je pense qu'ils peuvent s'identifier, c'est que je suis un tyran envers moi-même, mais un tyran comme t'as pas idée. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, genre ils seront comme ok, ils auront de la discipline, mais ils seront pas forcément durs avec eux-mêmes. Moi, je suis mon pire patron en fait. C'est ça pour Ah métaphoriser ouais? la chose. Et pour te donner un exemple, au départ quand j'ai commencé, donc j'avais lancé quelques petits business et puis après je me suis lancé dans l'infoprenariat et j'ai créé ma première formation. Un petit peu comme tous les formateurs, je me suis dit tiens vas-y je vais devenir riche de ouf, je vais lancer ma première formation. J'ai mis tout ce que je pouvais mettre. J'ai mis tout ce que j'avais, mon âme, mes conseils, tout. Et j'ai fait zéro vente. Je l'ai lancé, j'ai fait zéro vente. Et donc, ça m'a mis un coup au moral. Et pour revenir au tyran que j'étais, c'est que ça, je l'ai réitéré 11 fois. Donc, j'ai fait 11 formations avant de faire ma première vente. Donc, ça m'a coûté pas mal de points de santé mentale, je te cache pas, mais je pense aussi c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui, tu vois. Mais ouais, je suis un très grand tyran et parfois niveau santé mentale, c'est pas ouf, tu vois. Ok, ok, intéressant. Puis ouais, au bout de enfin, du coup, 11 échecs, du coup, c'est la deuxième qui a fonctionné, c'est ça? 11 formations, j'ai créé 11 formations de zéro, je suis reparti de zéro à chaque fois, j'ai choisi un nouveau sujet, des nouveaux modules. Je passais encore une fois la plupart de mon temps et de mes journées à faire cette formation, à enregistrer, à peaufiner, à monter, etc. pour qu'elle soit parfaite. Je lançais la formation, zéro vente. Et j'ai fait ça 11 fois sur 11 sujets différents. Ok, ok. Donc on peut clairement dire que c'est pas de la chance, c'est juste du travail, de Ah la non, ouais, non, patience, mais de la rigueur. c'est ça. Bah, je pense que Mais la chance, j'y crois quand même un petit peu. Mais si demain hmm. quelqu'un vient me dire, ouais, bah, si t'as réussi, c'est parce que t'es chanceux, je crois que je vais mal le prendre, tu vois. Pour des raisons évidentes. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, plus on essaye et plus on augmente notre pourcentage de chance que ça réussisse. C'est Mais ça. si on essaye qu'une fois, c'est comme si on joue au loto. Il y a peu de chances que Ouais, la c'est ça. première fois d'un Tu coup joues au on y arrive. loto. Il y en a qui l'ont, mais il y en a, ils vont jouer toute leur vie, ils vont pas gagner. Il y en a, voilà. Je pense que ça dépend. C'est multifactoriel. Ça dépend d'un tas de choses. Ok, ok, trop bien. Et je me dis, bah là, par rapport le fait d'être un peu un tyran avec soi-même, est-ce que c'est peut-être en lien avec la deuxième question que j'ai à te poser Ouais, sur est-ce dis-moi. que là, tu aurais la plus grosse bombe de valeur que tu peux apporter à ton audience? La plus grosse bombe de valeur. Alors, c'est ultra compliqué comme question parce que là, maintenant, à présent, bah, tu vois, j'avais lancé mes 11 formations. Là, j'en ai lancé un peu plus de 60 aujourd'hui où je te parle. J'ai même arrêté il y a un peu plus d'1 an pour me consacrer au coaching. Donc, des bombes de valeur. Je dirais que j'en lâche tous les jours, mais si je devais en dire une seule, je dirais que la plupart des coachs, des formateurs, des prestataires de services pensent qu'ils ont un problème d'offre
tu sais, truc de l'offre irrésistible, etc. Ils pensent qu'ils ont un problème de visibilité, mais moi je pense profondément et intimement avec toutes les personnes que j'ai pu suivre que le problème le plus profond, c'est un problème de projection. Je pense que si la plupart des gens, donc des coachs en général, sauraient plutôt faire en sorte d'amener un prospect à se projeter avec lui, avec son offre, les résultats qu'il pourrait avoir avant même le premier contact, je pense que la vente, elle serait plus rapide, avec moins de pression, sans script, robotisé, etc. Et je pense que le marché tournerait beaucoup mieux. Donc ouais, je pense que ça tient en ça pour conclure, faire en sorte d'amener un prospect à se projeter avec soi plutôt qu'avec le marketing qui est autour. Hmm. Ok, ok. Donc là, s'il y a quelqu'un qui vend du coaching ou un produit, ou c'est surtout par rapport au coaching, Un c'était produit, vraiment à se ouais, un projeter. produit, un service, une formation, vraiment quelque chose qui va vendre de manière high ticket ou pas, mais de faire en sorte qu'on se projette avec lui. Genre moi, j'achète un coaching, que j'investis dedans, le coach, je veux me projeter avec lui rien qu'en regardant sa page Instagram, en quelques minutes, je me projette ou pas avec lui, je me visualise ou pas avec lui. Et ça, tu peux mettre des choses en place pour que justement tu défonces un petit peu la barrière digitale, en ligne, virtuelle, pour que tu te projettes humainement avec cette personne. C'est peut-être que moi, mais c'est ce que je remarque depuis quand même pas mal de mois à présent. Hmm. Ok, ok. Et pour aider à faire ça, est-ce que tu aurais deux, trois actions un peu 20-80 qui aident à que le prospect se projette Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, je dirais premièrement, il faudrait être humain et arrêter de se mettre la pression. Je vois qu'il y a des personnes qui ont des capacités de production qui sont énormes. Ils vont faire des vidéos YouTube avec des prods, avec des montages, pareil sur Instagram. Ils vont faire en sorte de mettre en place de la théorie, mais qu'au final, tu es une personne entière. Je pense que si demain nos clients on les voyait dans un bar à boire un verre et puis à parler de business, ça irait beaucoup mieux que devant un téléphone. Et je pense que faut retranscrire cet effet de simplicité, cet effet humain directement derrière la barrière digitale, donc sur Instagram quand tu te montres, pour que ce soit aussi simple que justement dans un bar en présentiel, tu vois. Montrer ton lifestyle, montrer ce que tu fais, montrer ce que tu fais par exemple de ton argent. Après, bon, en France c'est tabou, moi j'ai aucun tabou là-dessus. Et vraiment pour que les gens s'identifient et se projettent avec toi. Ok, intéressant. Et est-ce que tu penses que justement ce côté humain, il est encore plus important au vu de comment avance l'IA? Bah, c'est drôle parce que j'ai eu cette discussion là hier avec un client. Je pense que l'IA est une bonne chose, mais en même temps une chose qui est profondément terrible pour l'humain parce que aujourd'hui, il nous assiste tellement que je pense que, et permets-moi le terme, on va devenir profondément con à un moment donné parce qu'on sera même plus connecté de neurones et à créer un schéma de pensée capable de nous faire travailler efficacement. C'est pour ça que moi, je prends l'IA maintenant, bah, parce que sur le marché, il y est bien implanté. Mais je vais prôner aussi des fois la réflexion humaine qui, pour moi, n'a rien à envier à l'IA. Et je pense aussi que ce côté humain, ouais, est pas mal entravé par l'IA parce que les messages ne viennent plus du cœur, ils viennent plus de Hmm. l'âme, ils viennent d'un robot. Alors, c'est ok, c'est très bien, ça fait très bien le taf, mais ça dénature. Ok, ok, ok. Donc pourquoi pas, quitte parfois à un peu moins l'utiliser, quitte à faire quelques erreurs en plus, mais avoir une vraie réflexion qui nous fait apprendre et monter en compétences réellement. C'est ça, bah en fait moi quand j'utilise l'IA, c'est dans les process, dans la data, dans l'optimisation. Quand je vais réitérer des choses, je vais lui envoyer des process, des systèmes, il pourra les utiliser, les faire performer. Mais quand j'ai un message à écrire, quand j'ai une vidéo à tourner, ou une formation encore à enregistrer si je fais des formations, je le ferai avec ma réflexion humaine, avec mon cœur, avec mon âme, avec ce que j'ai vécu, plutôt qu'avec un robot. Parce que c'est là que je vais transmettre le plus gros de mes méthodes, le plus gros du vécu que j'ai pu avoir sur la thématique dans laquelle j'enseigne, et je pense que c'est mieux pour celui qui écoute. Ok, 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 d'accord. Donc voilà. Justement, tu parlais de thématiques que t'enseignes, que tu as lancé 11 formations, mais en fait, ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Ou depuis quand? Ça fait combien de temps? Là, la dernière fois que je me suis posé cette question-là, c'était durant une traversée du désert qui était longue, mais comme pas possible. Et justement, je m'étais dit, ah, ça fait quand même autant d'années que je me suis lancé, mais maintenant, si je compte, ça fait 5 ans que je me suis lancé, un tout petit peu plus de 5 ans que je me suis lancé en tant qu'indépendant. Et je souligne le terme indépendant. Et ça fait que réellement 2, 3 ans, ouais, que je suis devenu entrepreneur. Pourquoi je diffère les deux?
Parce qu'au départ, je me suis lancé en tant qu'indépendant, petit business droite-gauche, je faisais quelques centaines d'euros timidement. J'ai commencé à faire quelques milliers d'euros, du coup, avec les formations que je lançais au début. J'ai lancé un peu plus de 60 programmes, offres, pages de vente, copywriting, email, lancement, etc. C'est bien, mais tu restes indépendant, je veux dire, je travaillais tout seul. Et quand j'ai arrêté les formations pour me concentrer sur ce que je savais faire de mieux, j'ai créé une offre à Etiquettes que sur ce que je savais faire de mieux, tu vois. Là où j'avais la plupart de mes clients et là où ils avaient la plupart de leurs résultats. Et c'est là que j'ai commencé du coup à me dire, ok, je vais structurer un business, un modèle qui me plaît. Et j'ai commencé à recruter à 7 heures, puis 2. Maintenant, je travaille plus qu'avec un 7 heures. J'avais essayé avec un closer, j'avais essayé avec un partenaire. Je commençais à divaguer sur certains recrutements, sur de la délégation, sur de l'automatisation. C'est vraiment là que le terme entrepreneur a pris son sens. Bon, après, on a tous notre définition, mais ça a fait sens pour moi à ce moment-là, tu vois. Ok, ok, d'accord. Et donc là aujourd'hui, ton quotidien, qu'est-ce que tu fais, à quoi il ressemble, quelle est ton activité du coup de Ah, là mon aujourd'hui? quotidien, il a pris une sacrée claque. Si tu m'avais posé cette question il y a 2 ans, je t'aurais dit, écoute, je me lève, je vais sur mon ordinateur, je travaille, je mange et je me couche. Entre-temps, je sors, je vais au restaurant, je vais en hôtel, mais je continue de travailler. Et là, en fait, depuis 2 ans, mon quotidien, il a changé de ouf parce que je tombais fou amoureux d'un sport qui était de base la course à pied, alors que j'étais absolument pas fait de base pour la course à pied. Tu sais, je courais 500 mètres, tu pouvais me donner un testament, je te le remplissais volontiers. Mais j'ai continué, tu vois, j'ai persévéré et mon premier objectif a été de courir un marathon, chose qui a été fait à Rome l'année dernière en mars, où j'ai même invité ma famille à venir suivre l'aventure avec moi et on a fait ça un an après les fiançailles que j'ai eues donc avec ma fiancée, un an après. Donc on avait fait ça à Rome et un an après on y retourne pour le marathon. Et, euh, et du coup, là, je suis en préparation Ironman, donc on fait encore un saut de 1 an dans le temps. Préparation Ironman, donc il y a un triathlon, je vais pas rentrer dans les détails de distance, mais ça peut parler à certains. Et aujourd'hui, mon quotidien, c'est je me lève, je travaille, je fais des trucs, après je vais courir, je re-rentre, je travaille, après je vais nager, je rentre, je travaille, après je vais rouler. Ou des fois, il y a des journées où j'aurai que un des 3 sports, ou des fois du bi-quotidien, ou des fois du tri-quotidien. Mais on va dire qu'aujourd'hui, je fais plus de sport que je ne travaille. Ok, déjà bravo pour le marathon, parce que déjà c'est pas tout le monde qui Je te réussit et qui remercie, ose en se effet. lancer dans un marathon. Et puis l'Ironman, effectivement, encore très impressionnant là-dessus. Et donc ça, c'est pour quand normalement? L'Ironman est prévu pour fin juin. Du coup, je vais quand même rentrer dans les distances parce que c'est pas rien. C'est 3,8 km de nage. Après, tu sors de l'eau, tu te déshabilles, tu sautes sur le vélo pour faire 180 km, donc quasiment une étape du tour. Et après, tu poses le vélo et tu cours un marathon. Marathon qui était donc de base mon objectif initial. Et du coup, ça à faire en moins de 15 heures. 15 heures étant la barrière horaire, là où je me suis inscrit. Ok, ok, d'accord. Du coup, Trop bon bien. courage là-dessus. Ouais, je te J'espère remercie. que, pardon, le jour même, je pense que ça va être difficile de documenter ça sur Instagram, mais en tout cas, je suivrai avant et puis après un petit peu Ouais, je les pense qu'il y aura une, résultats. une communication après la course, mais pendant la course, je serai dans mon focus. Je vais même arrêter de travailler 3 jours avant pour vraiment rentrer dans la prépa mentale, tu vois. Ça se comprend. Puis en plus que du coup, maintenant, tu as totalement la liberté justement de pouvoir te mettre en focus. Et puis c'est C'est ça. génial aussi d'avoir plus de sport que de travail, parce que finalement là, tu prends soin de ta santé et c'est ce qui est aussi le plus important et que c'est justement la liberté que tu as dans ton travail qui te permet ça maintenant. C'est ça, carrément. Regarde, là, on s'appelle, on est jeudi, et là, dans ma semaine, je suis approximativement à 20 heures d'entraînement. Il nous reste vendredi, samedi, dimanche, et j'ai un run ce soir. Donc, tu vois, ça me plaît énormément, ça prend la plupart de mon quotidien et maintenant je fais plus de sport que je ne travaille. Cet équilibre, je le kiffe et aujourd'hui c'est ce qui me rend heureux, tu vois, profondément heureux. Trop bien. Trop bien, trop bien. Du coup, je me dis, on a vraiment de la chance de t'avoir en appel et que tu sois pas en train de courir ou sur un vélo. C'est ça exactement parce que le vélo j'y passe du temps. J'ai une sortie de 5 heures samedi, j'y passe du temps, hein. Trop bien, trop bien. Ok. Et du coup, dans tout ce périple, là, j'ai l'impression que ça te plaît vraiment énormément tout ce que tu fais. Ouais. Mais est-ce que, et je pense que oui, tu as eu un pire moment en tant qu'entrepreneur ou indépendant, du coup? Ouais, c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été tout beau tout rose. Un pire moment. Tu vois, moi je suis fervent de l'idée qu'il y a toujours des pires moments, des bons moments, il y a des demi-échecs et des demi-victoires parce que tout ce que tu connaîtras, il y aura toujours pire et tout ce que tu connaîtras, il y aura toujours meilleur. Mais
s'il y a un souvenir qui me revient en tête, je me souviens d'un moment où j'étais limite en position fétale, à chialer, à tout remettre en question. Tu vois, là, je me mets à nu. Je te parle vraiment avec ce que j'ai vécu. Et pour revenir au moment où j'avais lancé mes 11 formations et que ça avait pas marché, bah, par la suite, j'ai continué, j'ai excellé, j'ai progressé et j'ai commencé à avoir des résultats. Donc, les premiers 1 000 € par mois, 2 000 € par mois, j'étais monté à 4 000 € par mois et plus avec mes formations. Et à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, après coup. Pour le coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais après coup, j'ai pu apprendre de mes erreurs. Mais je suis retombé à en dessous des 1 000 € par mois, alors que tout avait l'air de très bien fonctionner. Je continue à faire comme d'habitude, ou tout au moins c'est ce que je croyais. Mais quand tu crois que ton système fonctionne et que du jour au lendemain, ça s'est passé très rapidement, en un trimestre, hein, je suis passé de 4 000 à 5 000 € par mois à 1 000, peut-être même moins. Tous les efforts que je pouvais mettre en place, ça ne marchait pas. Toutes les méthodes qui avaient fonctionné pour moi ne marchaient pas. Et ce qui est drôle, c'est que des méthodes que j'avais commercialisées parce que ça avait marché plus d'une fois, optimisé plus d'une fois, ça marchait pour des clients. Je recontactais ces clients et ça marchait toujours pour eux, mais ça ne marchait pas pour moi. Je m'étais vraiment demandé si j'étais pas maudit, moi qui avais été toujours très cartésien, un petit peu moins aujourd'hui, plus dans la spiritualité, etc. Mais je m'étais vraiment demandé qu'est-ce qui se passait, pourquoi mes résultats avaient chuté, qu'est-ce qui fait que ça avait chuté et pourquoi ça marchait pas pour moi. Et donc je me disais chaque jour pourquoi, quand il s'agit de moi, faut toujours que ce soit toujours plus compliqué. Et j'étais rentré dans une spirale de négativité pas possible, ça a duré comme 6-8 mois, une très longue traversée du désert, où j'ai dû tout remettre en question, parce qu'à ce moment-là, j'avais des ambitions de construction de maison, d'achat, d'investissement, de voyage, de fiançailles, fiançailles qui ont été faits, hein, du coup à Rome, je l'ai dit, il y a presque 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans maintenant, et tout a dû s'étaler dans le temps. J'ai dû remettre des choses au lendemain. Et on parle d'ambition, donc ça fait mal, tu vois. Ok, Donc voilà. effectivement. Mais là, ça y est, on va dire que je suis guéri de cette malédiction. Et du coup, quelles sont les erreurs tu penses avoir fait à ce moment-là? Les erreurs que j'ai fait, je les ai documentées. En fait, j'avais lancé mes formations et je me suis dit, ok, si j'automatise le travail que je fais et qui me permet d'avoir 4 000 € par mois et plus, si je l'automatise et que je mets des séquences, que je fais des formations, que je prévois mon travail à l'avance, je pourrais faire les 4 000 € par mois plus ce sur quoi je travaille en instantané, puisque j'ai automatisé une partie de mon travail. Ça a été une très grosse erreur parce que il y avait moins d'instantanéité dans les emails, je faisais de l'email quotidien, j'ai rédigé plus de 1000 emails, et le fait de faire du différé, je sais pas, ça a pas pris, l'audience ne l'a pas vu de cette manière-là, et donc je pense que c'est ce qui a été le déclencheur de ce déclin. Ok. Ok. Et donc, finalement, c'était de retirer ces automatisations et de revenir à quelque chose d'un petit peu plus direct, qui t'a débloqué? Finalement, j'ai laissé les automatisations, parce que je me suis dit, je vais les laisser, là je fais quasiment plus une thune. J'étais comme tout ce qui peut venir, je le prends. Même si c'est 30 €, même si c'est 50 €, même si c'est 100 €, je le prends parce que les petites sources sur les grandes rivières, il n'y a pas de petites sources de revenus. J'ai toujours pensé comme ça. Et donc je les ai laissés et j'ai repris l'email quotidien. Et du coup, ça a pu me permettre de reprendre des résultats, pas au prime que j'avais été. Et c'est là, du coup, après un an à galérer, j'étais remonté à 2-3 000, mais timidement, que j'ai pu me dire, ok, est-ce que je me lance dans le coaching ou pas? J'ai pris peur, j'ai continué dans les formations, j'ai continué de monter mes résultats, mais à un moment donné, j'avais besoin du contact humain, ce qui est assez paradoxal parce que j'étais quelqu'un de très introverti, tu sais. Et j'ai travaillé là-dessus, et finalement, je me suis dit, moi, je veux faire pareil que dans mes formations, mais en appelant des gens en direct et tous les jours. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui à plein temps depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Ok. D'accord. Ouais, je vois. Et puis en plus, sachant qu'il y a effectivement de plus en plus de personnes, des fois, qui veulent de s'éloigner du coaching pour justement scaler et puis mettre des webinaires et faire comme entre guillemets les plus gros infopreneurs et puis gagner des millions. Sauf que je pense que c'est pas du tout la même stratégie quand tu gagnes des millions et quand t'es à zéro. Non, Et c'est puis ça, même par mais en rapport à ce fait, qui te plaît. ouais, c'est ça. En fait, le truc, je me suis dit, je sais ce que je dois faire pour scaler, pour avoir des résultats, pour avoir des sous. Mais profondément, est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est quelque chose, genre, je me lève le matin, je me regarde dans le miroir, est-ce que je suis content de ma vie et heureux, tu vois? Alors c'est bien, les webinaires, il y en a, ils se plaisent là-dedans et c'est trop bien pour eux. C'est trop bien de faire de la publicité, de scaler. Mais moi, je me suis vraiment posé la question, j'étais à ce croisement de ma vie à me dire, est-ce que c'est ce qui est bon pour moi? Et finalement, en faisant de l'introspection, en écoutant mon cœur et peut-être
ce pourquoi j'étais destiné, j'ai rapidement eu la réponse de non, c'était peut-être pas ce que je devais faire moi. Et donc j'ai arrêté de prendre exemple sur les autres et j'ai commencé à prendre mon propre chemin de vie et à façonner mon propre chemin de vie et voilà où j'en suis aujourd'hui, notamment avec le sport, tu vois. Hmm. Oui, puis finalement d'être totalement aligné avec qui tu es et ce que tu veux, au lieu d'avoir effectivement, on va dire, une grosse machine à cash, mais de pas être heureux dedans. C'est ça, bah c'est le mot, Et- c'est le mot. Bah encore hier, j'étais sur Threads, je scroll et il y a une personne qui dit vous préférez gagner 5 000 € par mois et pas être heureux devant le taf ou gagner 1 000 € par mois et être heureux. Bah tu vois, il y a encore 5 ans, j'aurais dit bah 5 000 et pas être heureux. De toute façon, c'est quoi de pas être heureux quand t'as 5 000 balles par mois? Mais sauf que quand tu le vis, ça prend une toute autre tournure, une toute autre dimension et finalement tu te dis que 1 000 € par mois mais t'as aucun tracas mental, c'est un luxe de malade. Hmm. Ouais, tout à fait. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord là-dessus. Et le fait que l'introspection, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai fait beaucoup en 2024, qui m'a fait pas mal évoluer dans ce que je fais aussi au niveau business. Et je me dis, toi, est-ce que tu as connu en fait un moment d'introspection ou autre, un peu ce moment qui t'a paru un peu comme une révélation et qui t'a donné en fait envie de te lancer en tant qu'entrepreneur, ou alors tout l'inverse, t'avais pas du tout d'introspection à ce moment-là et c'était une autre motivation que tu avais. Si, en fait, du plus loin que je peux m'en souvenir, moi, quand j'avais 14-15 ans, que je commençais les stages, etc., quand on est en troisième, il y a un stage, quand t'es au lycée, tu dois faire des stages, moi, ça me plaisait absolument pas. Enfin, me dire que je me lève à une heure que je choisis pas, je vais dans un lieu que je n'ai pas choisi pour travailler avec des gens que je ne connais pas et que je n'ai pas choisi, c'était pas ma définition du travail et de la vie. Alors, j'étais un jeune, j'étais fougueux, j'étais peut-être, je sais pas, j'étais peut-être con, tu vois, mais du fait d'avoir pensé ça, je me suis toujours dit que je devais être indépendant. Donc ça a duré, tu vois, de mes 15 à peut-être 19 ans, où j'ai commencé à réellement faire du business. Il y a eu 4 ans où je me posais des questions de qu'est-ce que je vais lancer. Et ce moment de révélation que j'ai eu, c'était quand je voyais les entrepreneurs en ligne qui avaient cette liberté bah, de se lever à l'heure qu'ils voulaient, de faire ce qu'ils voulaient de leur journée, etc. Et j'étais tombé sur une pub. J'étais dans mon lit un soir, encore une fois, en train de scroller, à rien faire, et je tombais sur une pub d'un gars qui lançait une formation bah, gratuite. Bon, j'ai appris par la suite qu'au final, c'était un lead magnet, qu'il y avait un tunnel derrière, et qui gagnait de l'argent par rapport à ça, mais moi, à ce moment-là, je le savais pas. Et donc, je suis cette formation, et je me dis, bah, c'est ça que je veux faire, en fait. C'est lancer des formations, sauf que je connais rien. Et donc, j'ai rétrogradé, je suis repassé, j'ai commencé par de l'achat-revente, après j'ai fait 2, 3 autres trucs. Je me suis dit, bon, peut-être acheter des livres et commencer à poncer des sujets pour en savoir plus que la plupart des gens. Et je suis tombé sur une citation qui m'avait pas mal plu à ce moment-là, c'est il suffit de lire 2, 3 livres sur un sujet pour en savoir plus que 99% des gens. Et en fait, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un sujet, alors à ce temps-là, c'était les finances personnelles, et j'ai bouffé du bouquin, mais comme pas possible des vidéos, des forums, etc. Et j'avais lancé un petit guide, comment gérer ses finances personnelles et faire des tableaux de suivi. Et je lançais ça à 17 €, quelque chose comme ça. Et après, quand j'étais revenu sur ce mec qui lançait des formations, je me suis dit, bah, je vais professionnaliser le truc et l'approfondir. Et après, bah, de fil en aiguille, première formation, zéro vente, et puis j'ai d'expliquer cette histoire, quoi. Ouais, je vois effectivement effectivement c'est intéressant sur le je perds mes mots sur le côté finance là, enfin le côté livre, et puis que ça réunit tellement d'informations les livres, et vu que ça a été travaillé et retravaillé pendant des heures, on peut très rapidement en fait d'un côté que ce soit un livre ou une formation, si la formation est bien faite, etc., ou même un accompagnement, on peut très rapidement en savoir plus que la majorité des gens. Donc en soi on peut être expert ou du moins intermédiaire au niveau des connaissances sur un sujet. C'est ça, moi je pense que tu peux être, pas expert, c'est un grand mot, mais tu peux enseigner un sujet qui est un sujet classique, ça peut être comme, je sais pas, quelque chose de ciblé comme la prospection, même sans être un grand expert et même sans avoir eu de grands résultats. Après, tu peux être coach, admettons, bah, tu enseignes des systèmes, là, c'est si vraiment, bah, tu as du passif, et après, tu peux devenir mentor de business, etc. Moi, je pense que c'est une échelle et tu peux tout à fait, même si toi, en nom propre, t'as pas d'énormes résultats, enseigner sur un sujet, si et seulement si tu l'as appris dans des sources fiables et que les personnes à qui tu as pu enseigner cette méthode ont des résultats. Là, tu peux commencer à vraiment commercialiser ça de manière plus large. Hmm. Tout à fait. Et quand tu as commencé, donc tu as dit, tu as fait de l'achat-revente, etc., commencé à lire des livres, est-ce qu'il y a une chose qui te retenait à te lancer en tant qu'entrepreneur ou lancer ces projets-là?
Quelque chose qui me retenait. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses qui me retenaient. Il y avait déjà la peur. Je savais pas par où commencer, quoi faire. Et autre chose aussi, je pense que c'est le regard des gens. Il y en a très peu qui l'assument, mais finalement, moi, je l'assume, c'était le regard des gens. Encore une fois, j'étais jeune et peut-être ignorant. Je ne savais pas que, en France, il y avait des tabous, que les gens n'aimaient pas voir les autres réussir, etc. Tout quand tu sors du moule, ça, je ne le savais pas, je l'ai appris à mes dépens. C'est que quand je parlais de mes ambitions d'entrepreneuriat avec des gens, de mauvaises personnes, je me faisais terminer d'une manière où ça me remettait à ma place, à me dire, bah ouais, finalement, moi, je suis qui? Mais je vais aller travailler comme tout le monde. Et me lever à 6 heures du matin pour aller travailler comme tout le monde. Et je pense que finalement, j'ai bien fait de pas avoir écouté ces gens-là et que j'ai transgressé cette peur. C'est ce que j'appelle l'impulsion. D'un seul coup, une prise de décision, il suffit d'une seule prise de décision qui dure 3 secondes et tu peux changer toute ta vie. Hmm. Entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai que sur le côté, sur, mince, je me perds un peu dans mes mots aujourd'hui, donc, non, je sais plus ce que je voulais dire. Non, bah c'est ok. C'est la première fois que ça m'arrive en podcast en plus. C'est ok. Si, oui, pardon, sur le côté vision, enfin des autres, ce que pensent les autres, c'est vrai que quand on parle de nos projets, on peut rapidement, si on en parle à des mauvaises personnes, être complètement démotivé et du coup en fait juste ne pas lancer notre projet ou alors qu'en fait on met des fausses croyances dans la tête, bah non c'est pas possible, ou alors bah non il faut que tu fasses absolument des études et travailler dans une grande boîte, il y a que ça qui existe, sinon les autres c'est que de l'arnaque, des choses qu'on a beaucoup entendues comme ça, et c'est vrai que faire très attention à ça. C'est ça, carrément. Bah, je vais prendre une métaphore, mais qui est c'est complètement con comme métaphore, mais t'as un bac de fruits, tu mets tout et n'importe quoi comme fruit à l'intérieur, s'il y a un seul fruit qui est pourri, les autres, ils vont pourrir très 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 rapidement, plus rapidement que si tu les avais laissés dans un habitat qui est plutôt sain pour eux. Et je pense que l'humain, c'est pareil. Tu le mets dans une boîte, dans une case ou avec des gens qui sont très mauvais, ton mindset, il va forcément en pâtir et ta vie avec. Ta prise de décision avec, et de toute façon, c'est une cascade. C'est un effet en cascade. Du coup j'ai envie de te poser la question, tu penses quoi de la citation on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus? Celle-là, elle vient de Jim Rohn, je crois. Jim Rohn, un très grand entrepreneur. Bah, elle est réelle. Elle est très, très, très réelle. Si tu traînes avec, permets-moi les termes, avec 4 punks à chiens, tu seras le 5e punk à chien. Si tu traînes avec 5 entrepreneurs, tu deviendras entrepreneur. Par contre, si tu traînes avec 5 millionnaires, il est probable que tu deviennes millionnaire. Pas sûr. Hmm. Ou du moins, tu serais sûr que tu seras beaucoup plus guidé Bien à sûr. aller dans cette direction-là. Bien sûr, carrément, carrément. Ce sera plus facile. En parlant d'entrepreneur, on pourrait presque parler de mentor. Est-ce que tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Ça peut être aussi ne pas être dans la sphère entrepreneuriale. Ouais, je pense que là j'ai un truc qui me vient parce que des meilleurs conseils, je pense que j'en ai eu tous les jours. Rien que l'année dernière, j'ai investi un peu plus de 5 chiffres dans du coaching, donc chaque appel c'était des meilleurs conseils. Mais s'il y a un truc qui est absolument pas fun, qui donne absolument pas envie à ceux qui peut-être débutent et qui nous écoutent aujourd'hui, mais qui est super important, c'est de suivre la data. Quand je dis suivre la data, c'est documenter ce que tu fais chaque jour, toutes les actions, toutes les paroles que tu peux avoir avec un prospect, toutes les discussions, bah, littéralement tout ce que tu peux relever, tu le relèves. Et cette data, tu peux l'optimiser. Parce que tout ce que tu fais bien, tu peux le répéter et le réitérer. Et c'est sur une base de multiplication que tu peux faire réussir un business. Il faut un cerveau pour faire passer un business à des millions, mais il suffit que de la répétition et de savoir connecter 2-3 neurones pour faire un business qui marche, quoi. Entièrement d'accord, c'est tellement important et j'essaye aussi de le faire de plus en plus. Et pareil là tout à l'heure, là j'ai eu 2 trous de mémoire à pas savoir quoi dire. Je sais que plus tard là je vais réanalyser ce que j'ai fait. J'ai aussi des mots là que j'entends, je dis beaucoup trop souvent, genre ok ou alors oui je suis d'accord avec toi, enfin que je dis beaucoup trop souvent, et que justement pour essayer de m'améliorer en prise de parole, parce que je pense que j'ai beaucoup de progression encore à faire là-dessus, je vais analyser ce podcast et les podcasts précédents, pareil pour m'analyser. Donc, je pense qu'en Mais fait, ça oui, peut c'est être ça. plein de choses en fait. C'est ça, carrément. Après, si tu perds les mots, c'est ok, c'est du direct, ça montrera encore une fois patte blanche sur le fait que bah c'est pas coupé, etc. Et c'est trop bien. Moi, j'adore ce genre de contenu, j'adore le créer et j'adore le suivre. Mais c'est vrai que derrière, bah tu pourras optimiser ta rhétorique, ta manière de parler, la manière dont tu vas exprimer tes idées, leur structure. Et au plus tu récupères de la data sur ce que tu fais dans ta vie, tout domaine confondu,
au plus tu deviendras une meilleure personne dans tous ces domaines. Tu prends rien que le sport, la course à pied, le vélo, etc. J'ai des tableurs Excel sur lesquels je mets toutes mes sorties. C'est bête, c'est chiant, mais je le fais parce que ça m'aide. D'ailleurs, j'ai aussi un fichier Excel, enfin Google Sheet, mais c'est pareil, Ouais, où c'est que je suis toutes mes habitudes. C'est-à-dire que le fait de me lever à la même heure en soi, et, enfin coucher, lever, muscu, méditation, enfin tout ce qu'en fait j'ai envie de traquer dans ma vie. Euh, c'est pas forcément pour être rigoureux sur quelque chose. Par exemple, à un moment donné, là, il y avait l'alcool et je voulais pas me limiter en alcool, mais juste j'avais envie de le mesurer quel jour je buvais de l'alcool ou pas. Mhm. Et juste en suivant, en traquant, en ayant un petit peu de data, je me suis rendu compte l'année dernière que sur un mois en particulier, je crois que c'était le mois de mai, qu'il y avait un jour sur deux où c'est que j'avais bu de l'alcool, parce qu'il y avait eu beaucoup de sorties, etc. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est normal que un jour sur deux, j'ai bu de l'alcool? Je me suis dit, est-ce que j'ai envie, si je vais jusqu'à 100 ans, imaginons qu'on me dise, bah pendant en gros 50 ans, t'as bu de l'alcool. C'est Et, ça. Aïe, et je, ouais, c'est ça. et là, je me suis dit, bah non, non, je veux pas ça. Et du coup, ça m'a automatiquement motivé à faire un peu plus attention. Et là, je me suis d'ailleurs lancé le défi, c'est encore en cours, pendant 3 mois de plus boire d'alcool. Et là, ça fait 2 mois. Et maintenant, c'est assez facile. Et je pense que même je vais reconduire parce que finalement, bah, c'est pas quelque chose qui me manque tant que ça. Et je suis même plutôt fier de plus en boire pour le moment. Et finalement, à la base, ça part juste d'un suivi, d'une data. Et ça se trouve, du coup, j'ai pu avoir la prise de conscience par moi-même grâce à cette data. C'est ça carrément. Bah, il y a un biais cognitif qui est important, je crois, qui s'appelle le biais de la disponibilité ou le biais de disponibilité, qui dit que ton cerveau, quand tu relèves pas la data, il se rappelle que d'éléments marquants, d'éléments négatifs, de gros éléments positifs, mais jamais d'entre-deux. Et quand tu relèves pas l'entre-deux, c'est généralement ce qui te mène au trépas ou sur de très mauvaises décisions, parce que tu le relèves pas, donc ton cerveau l'oublie, et au final, t'es comme dans ta propre vie, mais à côté de la plaque, tu vois. Et pour cette histoire d'alcool, bah, pareil, j'avais relevé les fois où je buvais de l'alcool et les fois où je m'entraînais. Et j'ai pu remarquer une corrélation, le lien entre quand je buvais de l'alcool et quand je me blessais dans le sport. Du coup, j'ai complètement coupé l'alcool alors que j'étais un très grand amateur de bière et de whisky. De bière, forcément, j'habite dans le nord de la France, hein, on a nos cultures. Et du coup, bah là, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, un peu plus peut-être que j'ai pas bu depuis que j'ai commencé le triathlon de toute façon. Et j'avais bien réduit encore quand je faisais de la course à pied. Et même en prépa marathon, je buvais plus. Donc ouais, ça fait plus de 2 ans maintenant. J'ai considérablement réduit. Et la question maintenant, est-ce que ça change forcément quelque chose à ta vie quand tu arrêtes de boire de l'alcool? Moi, je pourrais pas te le dire. Peut-être que je buvais pas assez pour voir l'entre-deux, tu sais, entre ton état quand tu bois et ton état quand tu bois plus. Mais moi, perso, j'ai pas vu d'énormes changements. Santé, sommeil, etc. Pas d'amélioration particulière en vrai. Ouais, c'est vrai que c'est ce que je me dis aussi, c'est que j'ai pas eu d'effet là, waouh, de choses qui m'ont vraiment choqué, ça y est, je dors beaucoup mieux ou quoi. Peut-être que pour certaines personnes, oui, mais en fait, une fois qu'on mesure ça, et comme toi, t'as vu que bah, t'étais bien plus blessé quand tu buvais, ne serait-ce qu'un petit peu, en fait, d'arrêter, ça va rien nous coûter. Justement, je pense qu'on a tout à y gagner si c'est quelque chose qu'on souhaite. Parce qu'en soi, bah, ça nous coûte potentiellement moins cher, même quand on sort. Ce qui est sans alcool, c'est moins cher. On fait moins de réserves pour chez nous. Et C'est ça, puis, bah on oui. a peut-être qu'on réfléchit mieux. Logiquement, on dort mieux. On n'a pas de gueule de bois. On peut conduire pour rentrer aussi. On a zéro souci là-dessus. Donc, Ouais, bah ouais, carrément. Bah après, au niveau du sommeil, je dors un peu plus. Peut-être, c'est logique parce que je m'entraîne plus. Mais en traquant mon sommeil, j'ai pas eu d'amélioration particulière. Encore une fois, peut-être que toute proportion gardée, je buvais pas assez pour avoir les effets négatifs de l'alcool. Mais ouais, c'est vrai que je pense que le plus gros gain, celui qui se voit, c'est l'argent. Tu gagnes de l'argent finalement quand tu bois pas. hmm, effectivement, ça c'est bien bien visible. Carrément. Ok, ok. Donc tout à l'heure c'était moi qui te parlais d'une citation, mais est-ce que là tu pourrais me partager une citation qui t'a un petit peu peut-être drivé le long de ton parcours, ou alors est-ce que tu en as eu plusieurs à certains moments peut-être de victoires ou d'échecs qui t'ont permis d'aller plus loin? J'en ai une et elle est pas mal. Elle vient de me venir là. C'était bah, durant cette traversée du désert dont je parlais tout à l'heure. Je suis parti me balader sur la plage, donc du nord de la France, la plage de Dunkerque, et il y a un endroit dans lequel j'aime bien me recueillir quand ça va pas trop bien, etc. Et franchement, je me sens bien là-bas. Donc j'y vais,
Et là, donc, je me balade et je tombe sur une stèle de marbre, tu sais, avec des écriteaux dessus. Donc, c'était frappé, il y avait des écriteaux. Et c'était marqué, bon, un texte, je ne saurais plus te dire le texte, mais c'était en mémoire aux dockers du port du nord de la France qui sont décédés de l'amiante. Et à la fin, il y avait une phrase qui était ils ont voulu travailler pour gagner leur vie, mais finalement, ils l'ont perdu. Et moi, je me suis dit donc, ok, la morale à retenir, parce qu'il faut savoir que mon grand-père était docker au port de Dunkerque dans le Nord, et il est décédé de l'amiante. Donc cette stèle, elle était là, mais moi je savais pas qu'elle était ici, et elle était destinée très probablement pour les gens qui étaient avec lui. Et je me suis dit, ok, un homme averti en vaut toujours plusieurs, et moi je me suis dit, je ne perdrai jamais ma vie à la gagner. Donc la citation que je retiens, c'est ne perds pas ta vie à la gagner. C'est tout. Très beau, très beau, très beau. Puis en Très plus, grande histoire derrière ça. effectivement, toi, ça a dû beaucoup te toucher émotionnellement et beaucoup te driver et puis faire qui tu es aujourd'hui et d'avoir fait tout ce travail d'introspection. C'est ça, moi je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Je crois aux synchronicités, je crois à une certaine forme du destin, etc. Et le fait que je me sois retrouvé dans cet état mental, à ce moment, devant cette stèle, à m'arrêter et à lire et avoir cette prise de conscience, ça a pu aider d'une certaine manière à forger qui je suis aujourd'hui. Et je pense que c'est pas un hasard. Après, chacun ses croyances, tu vois, on peut me prendre pour un fou ou pas. Moi, j'y vois sens et ça me fait du bien. Super, ça c'est vraiment top. Euh, Par rapport à ton parcours, et là aussi que tu en es aujourd'hui, bon, tu nous as parlé déjà de certaines de ces habitudes, mais est-ce que pour toi, il y en a une qui sort un petit peu du lot, qui contribue à ton succès ou à tes réussites d'aujourd'hui? Une habitude. Je pense que je vais approfondir celle que j'ai dit tout à l'heure, qui est de tout documenter, de tout relever, de toute la data, parce que chaque échange, chaque message, chaque appel, si tu le relèves pas, tu pourras jamais t'améliorer, que ce soit en closing ou dans la vie en général. Et je pense que c'est ça, tout ce qui n'est pas documenté se perd et tout ce qui est documenté s'optimise. Donc je pense que la meilleure des habitudes que j'ai aujourd'hui, c'est de tout documenter. Ok, ok, parfait. Donc toujours la data et te focus là-dessus. Et c'est quoi la citation? Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Je crois que c'est ça. Exactement, les hommes mentent mais pas les chiffres. Ça, je l'avais déjà utilisé sur une story Insta. Parce qu'à l'époque, tout le monde mettait leur notification de paiement, tu sais. Et après, je me suis dit, c'est quand même dingue, parce qu'il y en a, ça se voit, qui réutilisent d'anciennes notifications de paiement. Et moi, je cherchais un moyen de montrer mes résultats, mais d'une manière différente et nouvelle que les autres. Tu sais, pour avoir du renouveau dans le marketing. Et du coup, j'avais lancé cette phrase, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Et j'avais du coup après lancé des tableaux de data, des tableurs, des sheets, etc. Et ça me permettait de montrer mes résultats d'une meilleure manière. Après, ce que c'était compris, je ne sais pas. Mais c'était ce que j'avais mis, ouais. Ok, c'est intéressant aussi d'avoir vu, enfin, de t'être dit, ok, il y a certaines personnes qui montrent des réussites, mais finalement qui les réutilisent. Et toi, comment tu peux faire de manière différente? Je pense que c'est aussi C'est très ça, smart avec des comme action. tableaux datés, des tableaux automatisés, des tableurs. Après, je pense que tu arrives sur une story, tu vois un tableur, t'as pas envie de rester longtemps sur la story, on va pas se le cacher. Mais c'était une manière plus concrète de montrer les vrais résultats, tu vois. Hmm, je vois, je vois. Euh, ok. Et pas au niveau habitude maintenant, mais au niveau plutôt outils. Est-ce que tu aurais un outil ou une ressource que tu utilises tous les jours dans ton business? Ouais, la réponse, elle va être un petit peu bateau, je dirais WhatsApp, parce que c'est là que je centralise mon business, après l'avoir simplifié. Ouais, je dirais WhatsApp, c'est l'outil que j'utilise le plus parce que pour comprendre un petit peu pourquoi c'est important pour moi, quand je fais mes lancements pour du coaching, etc., ça va sur une waitlist. Comme ça, il y a des personnes qui sont sur une liste d'attente, ça m'évite de faire des lancements en tout va et de fatiguer mon audience. C'est ça aussi qui, tu vois, on a réitéré ce qui avait perdu mon business à l'époque, quand tu sais, quand je lançais des formations, que je gagnais bien ma vie. Eh bien, le fait d'envoyer trop de lancements, ça fatigue l'audience. Et donc aujourd'hui, moins de lancements, les personnes sont sur une waitlist. Il se passe des choses dans la waitlist qui sont, du coup, dans mon business, je vais pas rentrer dans les détails. Et après, ces personnes-là qui sont dans la waitlist peuvent passer ou non sur coaching, comme ça leur arrange. Et dès qu'ils sont prêts, et tout ça se passe du coup sur WhatsApp. Ok. Ouais, donc tout sur WhatsApp. Parce qu'avant, tu utilisais plus peut-être un écosystème un peu plus compliqué. Pas forcément plus compliqué, mais sur lequel j'avais le moins de contrôle. Tu vois, on dit beaucoup money is in the list.
ben moi je mets tout sur WhatsApp et après j'enregistre. Après ben ma liste email j'enregistre, c'est de la data aussi. Après je pourrais te citer Podia que j'utilise encore beaucoup, ChatGPT forcément, Finery pour mes investissements, tu vois, c'est encore une fois toujours et toujours de la data. Et ouais non je dirais WhatsApp, c'est le plus important. Demain je perds WhatsApp, il y a moyen que je perds mon business, tu vois. Ok, ouais, c'est vraiment le pilier central. C'est ça. Tout à l'heure, tu nous parlais de livres, donc de livres finance, enfin, c'est pour créer une formation et aussi t'instruire sur le sujet. Mais là, maintenant, pour quelqu'un qui nous écoute, est-ce que tu aurais un livre à lui recommander? Quelqu'un qui se lance un petit peu dans l'entrepreneuriat ou du moins qui a peut-être déjà lancé un ou deux projets, quelque chose qui pourrait vraiment bien l'aider. Ouais, j'en ai un. Je vais pas citer les livres bateaux que tout le monde connaît, Père riche, Père pauvre, etc. Il y en a un qui m'a vraiment, vraiment beaucoup, énormément plu parce que j'ai fait un retour sur investissement démentiel avec. C'est Vendre de Jordan Belfort. Parce qu'à l'intérieur, tu as du mindset sur l'entrepreneuriat. Ça change ta façon de penser par rapport à l'argent. Un petit peu comme Père riche, Père pauvre. Et surtout, il t'apprend la vente comme personne. Moi, il faut savoir que j'ai fait un bac pro commerce, donc avec un BEP vente. Après, je suis parti en BTS technico-commercial. Donc, a priori, tu es censé apprendre la vente, mais j'ai jamais autant appris que dans ce livre, qui a pu, du coup, honteusement égaler plusieurs années d'études. Pour l'avoir lu aussi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est le meilleur livre, même meilleure ressource que j'ai vu sur la vente. J'ai même acheté certaines autres formations sur Internet sur la vente. J'ai pas appris autant que pour ce livre, genre pour à peine, je sais pas, 15 euros ou je sais plus. 17,90, je l'ai encore en tête. Très 17,90. précis. Et oui, parce que on peut penser ce qu'on veut du personnage. Son livre, il est démentiel et franchement, bah, pour une personne qui a cette stature-là, même si dans ce qu'il a fait, il n'y a pas que du très bon, on peut pas lui enlever sa compétence de la vente, qui Hmm. est exquise. Il est Et né pour pour les ça. et pour les personnes qui connaissent pas le personnage, c'est le loup de Wall Street, le film. Et ben en fait, le vrai personnage, du coup, c'est Jordan Belfort. Exactement, le loup de Wall Street, courtier, qui a volé pas mal d'argent du coup, hein, qui doit restituer aujourd'hui, il paye pour ses actes, comme quoi tout se paye, et puis voilà, ben, il a lancé des business, il a lancé des formations, tout va bien pour lui. Ouais, j'avais vu ça aussi. Carrément. Et puis, peut-être un livre aussi pour les personnes qui galèrent à créer du contenu. Mhm. C'est Montrer votre travail de Austin Kleon. C'est aussi lui qui a fait Still Like an Artist, donc voler comme un artiste, quelque chose comme ça. Donc c'est montrer son travail et il t'apprend à littéralement documenter ce que tu fais, donc ton travail, et le rendre palpitant, fascinant, enfin de créer un storytelling autour. J'ai vraiment bien aimé ce livre parce que je me prenais toujours la tête pour créer du contenu perso. Oui, et pour l'avoir lu aussi celui-là, Allez, si je incroyable. si je dis pas de bêtises, même pour les salariés, en fait, il dit que ça peut être très utile pour documenter en fait ce que l'on fait aussi comme projet ou pas quand on est salarié et puis ainsi même trouver enfin être plus facilement recruté parce que là les personnes, les patrons regardent de plus en plus ce que font je sais pas sur LinkedIn ou autres les personnes qui vont embaucher. Et le fait aussi de documenter son travail, ça montre aussi une certaine expertise et une présence en ligne qui peut être très très utile même si on n'est pas entrepreneur. Carrément. Mais c'est ça. On est d'accord. Moi, on est tout à fait d'accord. Là, j'ai rien à rajouter. Ok. Parfait, parfait. Ok. Là, on est jeudi 10 avril. Mais imagine, vendredi demain, tu te réveilles, tu ne connais plus personne, tu as tout perdu, tu as perdu ton business, donc tu as J'ai perdu perdu WhatsApp, WhatsApp. tu as perdu tes clients et tu as perdu ton argent. Il te Ah, reste que deux choses qui sont tes connaissances intellectuelles et ton expérience. Là, je te donne un ordi ouais. portable, je te donne Ok. 500 euros. Concrètement, demain matin à 8 heures, qu'est-ce que tu fais? Waouh. Ah ouais. Demain, déjà, je perds mon argent. Je te cache pas que demain à 8h, je suis en train de faire le deuil. Mais peut-être après-demain, samedi 8h, probablement que je commence à ériger un plan. Mais pour être plus sérieux, je pense déjà que me connaissant, les 500 euros, je les utilise pas tout de suite, je les mets de côté. Pour le moment, j'ai toujours mes connaissances intellectuelles. Bah, du coup, je garde mes offres, etc. Mais si je commence réellement de zéro, j'ai perdu mon business, on va dire que je cerne un problème que les entrepreneurs ont facilement sur Instagram.
j'ai pas d'expertise, donc j'ai perdu toute ma preuve sociale, j'ai plus de témoignages clients, j'ai plus rien. Je commence par, ouais, clarifier une offre avec un impact qui est rapide. J'identifie du coup cette niche avec ce problème qui est précis. Donc je crée une solution, etc. Après, je vais sur Insta et je prospecte, parce que c'est le moyen le plus rapide d'avoir des clients quand t'as aucune ressource. Tu prospectes évidemment efficacement. Et puis je dirais qu'après, je redirige vers un appel et je close. Ouais. Et après, avec les 500 euros, une fois que la machine elle est faite et que j'ai documenté toutes les étapes qui fonctionnent, je prends un setter closer et il le fait à ma place et moi que je fais plus que le closing, le coaching, pardon. Ok, c'est très très précis. Je Donc, sais pas si ça paraît clair parce que j'avais mes idées en tête, etc. Mais si je récap bien, identifier un problème précis à résoudre, Mhm. prospection, closing. Ouais, identifier un problème, créer une offre, Créer une offre. prospection, closing. Et après que le closing, tu revois ton offre, tu revois ta vente, tu revois ta prospection, tu crées une trame, t'envoies ça à un setter closer, tu lui dis tiens, je lui donne les 500 euros, travaille pendant autant de temps, je sais pas combien de temps il en aura besoin, et puis après c'est lui qui ramène les clients et moi j'ai plus qu'à les closer. Ok, très concret. Et puis effectivement, surtout enfin, fixer un problème précis. Ça, c'est aussi une erreur que j'ai fait au début. Je voulais aider les gens, mais je savais même pas quel problème je voulais aider. Limite, s'il y avait pas de Ouais, problème. ouais. Mais pour apporter de la valeur et créer une offre vraiment qui parle et qui va aider vraiment des personnes, c'est primordial. C'est ça. Et autre chose aussi, le plus gros des problèmes que je peux cibler chez les personnes que j'accompagne, si ce n'est que je l'ai peut-être diagnostiqué chez toutes les personnes que j'ai pu accompagner, qui d'ailleurs j'ai fait encore une fois la data, on est encore sur de la data, toutes les personnes que j'ai pu accompagner et sur lesquelles on a pu relever leurs données, on a dépassé depuis début 2024 1,5 million générés, et donc sur ces personnes-là, toutes ces personnes, tous les projets, le problème, c'est qu'ils vendaient leur offre au lieu de vendre le problème du prospect. Moi, ce que je fais dans la vente, alors là vraiment, on rentre dans du micro-détail, mais t'es en closing. Tu fais de la recherche, tu creuses humainement avec la personne, tu discutes, il a des problèmes, adapte ton offre à ce problème. Si la personne, elle a un problème qui est urgent et qu'elle veut résoudre tout de suite, elle va investir dans ton offre, peu importe les options qu'il y a. Donc s'il y a des options dans ton offre qui feront pas sens avec le problème de la personne, mais qui sont quand même dans ton offre, ne lui dis pas. Tu vas perdre du temps et tu vas noyer sa promesse. Et puis derrière, quand il sera dans le coaching, dans le service ou je ne sais quoi d'autre, dans ton offre, eh bien, ça paraîtra juste comme de l'over-délivré, tu vois. C'était inclus dans ton offre, mais il le savait pas parce que tu lui as pas dit, parce que tu vendais exactement la solution à son problème. Et derrière, quand tu vas mettre en avant ton offre et que tu vas commencer à la délivrer, il va rapidement se rendre compte qu'il y a des choses qu'il avait besoin, mais dont vous n'avez pas parlé. Over-délivré. Et il sera encore plus content, encore plus satisfait. Totalement d'accord. Ça, Et je le donne. Voilà, c'est le petit conseil du jour. c'est la big value. Mais C'est ça. totalement d'accord. Grosse erreur que je faisais aussi au départ, où c'est que je m'étais fait entre guillemets une offre irrésistible que je trouve pas si irrésistible que ça maintenant, finalement. Et Ouais, ouais, ouais. Elle est toujours et irrésistible pour nous, l'offre, finalement. ouais, voilà. Euh, et finalement, j'avais une trame scriptée d'appel de vente. Et finalement, je me rends compte après, avec du recul, avec plusieurs années de recul, que même si la personne elle avait un problème sur la prospection ou sur la pub, en fait, j'allais lui vendre mon offre. Alors que finalement, C'est c'est ça. un problème sur la prospection, et si on a les compétences pour, bien sûr, eh bien, je vais accentuer sur la prospection ou alors accentuer plus sur la pub. C'est ça, on va encore métaphoriser avec une manière très très simple. Si le mec qui est en face de toi ne sait pas faire pousser, je sais pas, des carottes, et que toi tu lui expliques comment tu vas faire pousser des carottes, puis des betteraves, puis des pommes de terre, il s'en fout, tu vas noyer le problème. Tu lui expliques que tu vas lui aider à faire pousser des carottes, et une fois qu'il est dans le coaching, quand il aura ses carottes, il sera content de faire pousser des betteraves, il sera content de faire pousser des pommes de terre, et là c'est de la value en plus pour lui, parce que c'était déjà inclus, mais tu lui en as pas parlé, parce que tu voulais rester focus sur son problème, qui était initialement de faire pousser des carottes. Alors encore une fois, c'est une métaphore qui est con, mais on est en plein dedans. Non, mais très imagé, et je trouve que ça aide beaucoup aussi de faire des métaphores comme ça pour aider vraiment à bien comprendre, et puis après avoir un beau jardin, donc un beau business bien fleuri qui C'est fonctionne ça bien. carrément, carrément.
Je viens d'avoir une pensée Mhm. sur une question que tu avais posée au début, et c'était, je sais plus, oui, le haha moment, Yes. quand il y a des trucs qui font révélation, etc. Moi, il y a un truc qui me faisait kiffer à l'époque, c'était les Rolex, tu sais. À défaut d'avoir une Rolex, j'ai une Garmin 255 pour faire du sport. Et pourquoi aujourd'hui je n'ai pas, ou tout simplement je n'ai pas investi dans la Rolex que je voulais de base. Je m'étais atteint un chiffre d'affaires, je me suis dit dès que je l'ai, j'achète la Rolex, mais je l'ai pas fait. Parce qu'en fait, c'était encore une fois un statut social qui n'était pas le mien. Tout le monde en avait, parce que tous les entrepreneurs en avaient. Les entrepreneurs, t'avais une Rolex. Moi, je voulais pas ça. Et finalement, l'argent que je devais mettre dans une Rolex à l'époque, eh bien aujourd'hui, cet argent, il était mis dans un vélo qui m'aidera à atteindre mes objectifs, l'Ironman et d'autres trucs, tu vois. Et ça me fait encore plus kiffer parce que là, je l'utilise tous les jours. Et c'est pas un statut social, tu vois. Et c'est ce qui me Mhm. fait kiffer. Donc voilà, je Mais dirais que c'est mais c'est ouais, vraiment concrètement un moyen, littéralement, d'atteindre tes objectifs. c'est ça, carrément. Donc je dirais la morale, c'est ok, s'il y a des statuts sociaux qui font sens et qui te plaisent, mais qui sont pas forcément les tiens, pose-toi la question si l'argent ne serait peut-être pas mieux ailleurs, dans des choses qui feront sens pour toi, qui te rempliront de bonheur et qui peut-être, dans le bénéfice, investissement, satisfaction, tu seras sur la bonne balance, tu vois. Mm. Entièrement d'accord avec toi et de prendre conscience le maximum le plus rapidement possible cet effet de statut social parce que je trouve que on l'a peut-être pas forcément au début et je sais que moi-même ça m'est arrivé par exemple d'acheter une Apple Watch quand je l'ai utilisé enfin quand je l'ai acheté et finalement 3 mois plus tard je me suis rendu compte que c'était pour le statut social en fait que je l'avais acheté. Ah maintenant, elles m'aident Exactement. bien à avoir des informations. Bah comme là, je me promenais juste avant l'appel, et puis ça me rappelait OK 14 heures appel avec Dylan. Donc maintenant, je me sers comme vraiment gadget et un maximum comme objet connecté. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a plusieurs erreurs comme ça qu'on peut faire financières ou même projet amical, alors qu'il faut être surtout aligné avec nous-mêmes. Exactement. Tu vois, regarde, aujourd'hui, mon vélo, je passe la plupart de mon temps dessus, environ peut-être 1000 bornes par mois. La Rolex, j'aurais pas fait 1000 bornes par mois avec, tu vois. Alors, elle serait restée au poignet et puis c'est tout. Qu'est-ce que ça m'aurait rapporté de plus à part du statut social, à part regarder les Rolex. Mais finalement, si tout le monde sait que c'est pour le statut social, est-ce que ça a réellement encore de l'impact? Mm. Et puis finalement, les chiffres parlent aussi tout seuls. C'est que là, tu dis que tes clients, si je dis pas de bêtises, ont fait 1,5 million depuis 2024. Rien que C'est ça, ça. il y a pas Encore besoin de une Rolex fois, au poignet. Encore une fois, je prends un tableau qui est absolument pas beau, que personne veut lire, et je le mets sur Instagram. Ça fera sens pour ceux qui veulent le lire et qui se projettent avec moi. Ça fera pas sens pour eux qui sont pas réceptifs, mais c'est ok, c'est comme ça que j'avance. Et puis bah ouais, de manière cumulée, on met tous les projets bout à bout, 1,5 million, et je me dis que je suis super content, et je continue sur ma ligne de vie. Là, le but, et j'ai d'ailleurs fait un post sur Instagram par rapport à ça, l'objectif, c'est d'atteindre un 100 millions de gains cumulés clients, 100 millions d'euros avant 2030. Un beau challenge. Un beau Et ouais, voilà, challenge. ça va être chaud, mais on y va. Il faut, il faut. Ok, alors on arrive bientôt à la fin de ce podcast, mais avant que je te Déjà. pose les deux dernières questions, est-ce qu'il y a peut-être certains sujets que tu voulais aborder quand je t'ai proposé de venir ce podcast et dont on n'a pas encore parlé? Des sujets à discuter. Mais j'ai peut-être une question à te poser sur ça. Quel Mhm. est le type d'audience, de manière assez large, qui va écouter ce podcast-là? Et puis je vais peut-être donner deux, trois petites bombes de valeur qui pourront faire sens pour ces gens. Ok. Le type d'audience sera certainement un solopreneur freelance qui est seul dans son activité, mais qui cherche aussi un petit peu d'inspiration dans les coups durs, dans les moments où c'est qu'ils sont un peu seuls, qui sait pas trop quoi faire ou qu'est-ce qui va pas dans son activité, qui manque aussi peut-être un petit peu d'auto-analyse et qui souhaite comme presque être accompagné au travers de ce podcast et de se sentir en fait entouré alors que peut-être que son entourage et peut-être entouré de salariés ou alors avec peu de relations sociales pour le moment. Ouais, je vois. Alors du coup, déjà, il faut savoir que s'il est solopreneur, moi je pense qu'il y a une raison.
On dit souvent, il y a des bruits de couloir, c'est bouge de chez toi, va à des événements, va à des séminaires, etc. Il y a des personnes pour qui ça le fait très bien, et il y a des personnes pour qui c'est pas cohérent, ça fait pas sens, parce qu'ils seront pas à l'aise avec ça, ils ont peut-être la boule au ventre, et c'est là qu'on voit que c'est peut-être pas fait pour eux. Donc, premièrement, d'éviter d'écouter les bruits de couloir qui font et qui montrent que des fois, il y a des méthodes qui sont pas faites pour toi, et recentre-toi, écoute ton cœur, et demande-toi si l'activité que tu fais, tu la développes comme tu aimerais le faire ou tu la développes comme les autres aimeraient que tu le fasses. Première chose. Et autre chose aussi, de savoir que ton activité, tu peux la développer de différentes manières. Si aujourd'hui, je sais pas, t'es sur Instagram et que ça marche pas, bah sache que des méthodes, il y en a des milliers. Tu peux la développer sur YouTube, sur LinkedIn. Ce sera un business qui est totalement différent, mais dont l'objectif reste le même. C'est-à-dire que tu as un plan A. On dit toujours qu'il faut ne pas avoir de plan B, mais ton plan A, tu peux le changer en différents plans. Et c'est pas la méthode ou les méthodes que tu essaies de développer aujourd'hui qui ne fonctionnent pas, qui feront que ça ne marchera pas demain avec une autre méthode, et qui va aussi considérablement changer la perception que tu as de toi et de ton business, parce que ce ne sont pas les mêmes méthodes tout simplement. Entièrement d'accord avec toi. Donc De ça, pas je pense que forcément. ça peut faire sens pour pas mal de personnes, ça. Ouais. Et de pas écouter les bruits de couloir, de vraiment en fait écouter soi. Et j'ai l'impression que toi comme moi, d'à côté, ce qui nous a le plus apporté, même si ça fait un moment qu'on n'avait pas forcément échangé ensemble, c'est de l'introspection. Donc c'est vraiment de l'écoute de soi, de tester. Et visiblement, chacun de notre côté, c'est ce qui nous rend aussi le plus heureux et accompli de notre vie actuelle. C'est ça. Moi, je pense que pour avoir les meilleures idées, il faut être seul et en mouvement. Pas seul à un bureau, pas seul à un lit, dans ton lit. Ça ne marche pas. Il faut que tu sois en mouvement, seul. Tu pars de chez toi, même tu fais le tour du quartier, tu auras les meilleures idées et tu remarqueras que tu pourras avoir beaucoup plus d'impulsion en le faisant que si tu le faisais pas. Quand je parle d'impulsion, c'est tu fais ce truc que tu as peur de faire, parce qu'il faut savoir que les résultats que tu cherches aujourd'hui sont dans les actions que tu évites de faire aussi. Et quand tu répètes cette phrase qui fait écho dans ton esprit, bah finalement tu te rends compte que c'est réel. Mm. Tout à fait d'accord avec toi. Ok. Alors Dylan, on a parlé de plusieurs choses aujourd'hui, mais s'il y avait qu'une seule chose que les auditeurs ils devraient retenir de tout ce qu'on a échangé ensemble, ce serait quoi selon toi? Une seule chose à retenir. Bah, j'avais parlé d'effets en cascade. Allô, tu m'entends? Ouais. Oui. J'avais parlé d'effets en cascade, et je pense qu'il y a un truc. Je vais revenir sur cet effet d'impulsion, tu vois. Ça, c'est ce qui peut littéralement changer la vie d'une personne. T'as peur de contacter ce client, tu sais qu'il peut vraiment changer ton business. Contacte-le, genre là maintenant, après la vidéo, après le podcast. Si t'as peur de prospecter cette personne, prospecte-la. T'as peur de faire ce sport, fais-le. T'as peur de faire ce voyage, boucle-le maintenant. Et ça fera que des souvenirs, parce que finalement, si tu le fais pas, crois-moi que le poids des regrets, et je te le souhaite pas, hein, sera terrible. Tu te réveilleras un matin, tu regarderas le calendrier, tu vas dire putain, il y a tout ce temps qui est passé. Et crois-moi que c'est terrible que d'avaler amèrement ce temps qui est passé, de ne pas avoir fait ce que tu voulais faire. Mm. Tu Et en sais, plus de j'ai fait ça, l'erreur. ouais, tu vois. Ouais, j'ai fait Ah, l'erreur quand j'ai commencé mon business de tenir une feuille sur laquelle j'ai marqué dans 5 ans j'aurai ça, dans 5 ans je vais gagner autant, dans 5 ans j'aurai ça sur mon compte, dans 5 ans j'aurai une Rolex au poignet. Et finalement être 5 ans plus tard et d'avoir littéralement rien de ce qui était marqué sur cette feuille. Parce que bah, ma vie elle a changé entre deux. On surestime ce qu'on peut faire en 5 ans, on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Et moi, finalement, ce que j'ai marqué sur ce papier, alors ça faisait plus sens pour moi aujourd'hui, mais ça m'a émis un coup, en fait, de me dire que, bah, en fait, ouais, finalement, ça, si je l'avais aujourd'hui, ok, je serais content. Et je l'ai pas. Mais pourquoi? Parce que ça a changé entre temps. Ça, faut pas le faire. Faut absolument pas le faire. Ne pas se fixer ce genre de vanity metrics. J'appelle ça comme ça, des métriques de vanité qui vont juste nourrir ton ego dans l'instant T parce que tu te fixes des ambitions démesurées. Alors qu'en soi, ces métriques de vanité, t'en as pas besoin. Entre nous. mm. Tout à fait, tout à fait. Et que du coup, je voulais rajouter sur le fait qu'en plus, la peur, c'est, enfin, ce qui nous fait peur, c'est souvent ce qui va nous faire progresser. Comme là, tu parlais de la prospection, etc. Si ça nous fait peur, c'est pas pour rien, c'est parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et puis en fait, il faut passer par là
et puis sortir au fur et à mesure de sa zone de confort. Et moi-même, ça m'est arrivé au niveau de ma prospection ou au niveau de la création de contenu. À un moment donné, j'en ai eu marre, par exemple, d'avoir peur de créer du contenu sur YouTube. J'ai dit, bah, tu sais quoi, j'allume OBS, j'enregistre, j'upload, je me pose zéro question et je m'interdis de faire quoi que ce soit. Et de toute façon, j'avais 3 abonnés, donc il y avait personne qui allait voir ce que Voilà. j'allais faire. C'est ça, Et l'impulsion. Encore une fois, l'impulsion. Et tu vois, regarde, encore une fois, le dernier truc d'impulsion que j'ai fait, je commençais à avoir beaucoup de prospects qui me disaient qu'ils avaient des problèmes de prospection parce qu'en ce moment, genre, tout le monde prospecte. Les gens n'ont plus peur de prospecter ou tout au moins, c'est plus facile. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des prospections, il faut pas se le cacher, qui sont merdiques, qui vont faire en sorte que tu vas te faire afficher dans la story du prospect. Et honnêtement, c'est désagréable. Moi-même, je suis passé par là. Et aujourd'hui, après avoir récolté de la data sur peut-être plus de 100 000 messages de prospection envoyés entre moi et mes clients, eh bien aujourd'hui, là j'ai regardé encore ce matin, chaque message de prospection envoyé me rapporte en moyenne 7,80 €. Donc 7,80 € multiplié par mon volume de prospection, et c'est ce que je gagne mensuellement rien qu'avec ce média d'acquisition là. Il y en a plusieurs, c'est le 3e sur mes médias d'acquisition, et tu vois, c'est de l'impulsion. Tu commences par ça, et donc la dernière impulsion que j'ai eue, c'est je vais retourner dans les formations. Et petite excluse, j'en avais pas parlé, même pas sur Instagram, mais j'ai tourné une formation. Je sais pas encore si je vais la lancer, je sais pas encore à combien, mais elle est dans mon ordinateur, elle attend de voir la stratégie qui lui permettra d'être lancée. Donc, si vous me suivez et qu'il y en a une qui sort, c'est qu'elle est sortie, sinon, tant pis. eh bien, c'est la transition en plus parfaite à la question que j'allais te poser. Justement, comment on peut Allez, te suivre là pour les personnes à qui tu as teasé cette elle va nouveauté? trop bien. Elle va trop bien. Je dirais premièrement mon canal Telegram auquel je suis toujours resté fidèle, parce qu'il y a eu des emails, il y a eu plus de 1000 emails, mais à un moment donné les gens se lassent. Le média de messagerie instantanée Telegram, moi je le kiffe, ça fait plus de 5 ans que je suis dessus, depuis que j'ai commencé. Et sur Telegram, je documente tout. C'est-à-dire toute la data que je relève dans ma vie, dans mon business, etc., les coulisses de mes business, je documente tout sur Telegram. Donc si tu veux me suivre, il y aura peut-être le lien quelque part, ou alors sur Instagram, Maverick.du-bas, et sur ma page, il y aura le lien pour mon canal Telegram. Parfait. Tous les liens effectivement seront de toute façon en description de podcast ou dans la description de la vidéo YouTube. Eh bien, écoute, Trop bien. je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était un échange très intéressant. Et Avec plaisir, franchement, ouais, plaisir partagé. Et je finirai aussi pour ceux qui ont envie d'aller plus loin que dans un canal Telegram, ils peuvent me contacter. Et s'ils veulent, on peut faire un tour d'horizon ensemble sur leur business, sur leur activité, et voir ensemble quels sont les forts leviers à actionner pour réussir. Voilà, tout simplement. voilà. Si vous voulez faire partie des 100 millions générés par les clients de Et Dylan oui, d'ici 2030, vous savez quoi et faire. oui, et oui, carrément. Ok, parfait. Bah, je te remercie beaucoup et je remercie beaucoup les personnes qui nous ont écoutés. N'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça nous aiderait beaucoup. Et puis sinon, je dis à la prochaine. À la Salut. prochaine, ciao, et puis faites ce qui fait sens pour vous. Ciao.